Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Aujourd'hui, épisode H de notre saison 2 qui a pour but de faire un lien entre d'un côté les mots parfaitement amassants, de l'autre les modules bande-briques de certaines algèbres aimables. Pour vous faire un bref récap de la saison 2, je vous ai introduit tout d'abord dans les premiers épisodes les mots parfaitement amassants à l'aide de quelques outils combinatoires dans la combinatoire des mots donc. Je vous ai fait ensuite une espèce d'aparté sur les méandres, donc sur quelques épisodes, je vous ai parlé des méandres, de 2-3 liens assez intéressants entre les méandres et les mots parfaitement amassants, qui vont avoir un certain intérêt pour la suite. Puis, je vous ai dit ensuite ce que sont les surfaces, les modèles de surface sur lesquels nous allons travailler, et notamment les dissections dualisables de surface. Ensuite, donc pour le dernier épisode, juste avant celui-ci, je vous ai introduit le carquois à relation que nous pouvons définir à partir d'une dissection dualisable de surface. Et j'avais terminé cet épisode en vous spoilant un gros résultat que je vais vous introduire plus proprement ici, qui était de dire que n'importe quelle dissection dualisable, si je donne son carquois à relation, j'obtiens un carquois à relation localement aimable. Et réciproquement, si j'ai un carquois à relation localement aimable, il existe une surface munie d'une dissection dualisable, telle que le carquois à relation associé donc à cette surface et cette dissection dualisable donne à nouveau le carquois à relation localement aimable de départ. Donc voilà, on a vraiment une espèce de bijection. Donc bijection, bien sûr, ça va se jouer à homéomorphisme près pour la surface, et du côté du carquois, ça va se jouer également à isomorphisme près. Mais essentiellement, c'est une jolie bijection entre les carquois à relation localement aimables et les dissections de surface. Donc je pense que l'épisode va se terminer sur l'énoncé de ce gros résultat et on l'explorera peut-être davantage lors de l'épisode suivant. Aujourd'hui, j'aimerais essentiellement vous parler de ce que sont les carquois à relation corde. Alors, relation corde, on n'en parlera pas beaucoup, mais j'aimerais vous parler notamment d'un problème ouvert derrière ces carquois à relation corde. Je pense que ça peut être le bon moment de vous en parler. Et puis, vous parler de ce que sont les carquois à relation localement aimables, puis relations aimables. Alors, à savoir que j'ai déjà parlé de carquois à relation aimable, alors plus précisément d'algèbres aimables, notamment lors de la saison 1. Et encore une fois, peut-être que je radote, mais je veux que cette saison 2 soit totalement indépendante de la saison 1, donc c'est ce qui fait que je vais tenter de vous donner une définition à nouveau de tout ce qu'il faut, mais avec un point de vue différent, et voilà, vous pourrez totalement suivre cette saison 2 sans vous avoir connaissance de la saison 1. Encore une fois, si vous voulez jeter un coup d'œil à la saison 1, je vous laisse le plaisir et le loisir de le faire. Mais il n'y a pas besoin de ça pour suivre cette saison 2. Par contre, il y aura besoin des épisodes précédents pour suivre quand même. Bref, alors c'est quoi les carquois à relation ? Je vous en ai déjà parlé, je vais faire un rappel très rapide de ce que c'est. Donc, un carquois à relation, c'est une paire donnée par un carquois, donc Q ça doit être un carquois. Et pour la faire très courte, pensée graphe orienté. Donc vous avez des sommets, des flèches. D'accord ? Les flèches, on les modélise à l'aide de fonctions sources et fonctions puits pour les flèches, donc pour l'ensemble des flèches. Nous avons Q, un carquois, et R, ça doit être un ensemble de relations potentiellement vides, Et c'est quoi une relation ? Une relation, pour rappel, c'est en fait une combinaison linéaire de chemins tels que les sources de ces chemins et les buts de ces chemins coïncident. D'accord ? Donc voilà, pour la faire très courte, ce que sont les carquois à relation. On en avait vu quelques exemples, on a vu déjà ce que c'était des relations, on a vu quelques exemples de carquois à relation, et des contre-exemples également, notamment un contre-exemple. Alors oui, j'ai oublié de dire que les chemins, donc c'est ça qui est peut-être important aussi, c'est que la longueur des chemins, que je noterai L, la longueur des chemins doit être supérieure ou égale à 2. Donc je vais le dire aussi, il faut ça. Donc voilà, pour la faire très rapide, voilà ce que sont les carquois à relation, et donc maintenant je vais vous parler de ce que sont les carquois à relation corde, localement aimables et aimables. Avant de vous énoncer le gros résultat concernant les surfaces,
et tenter de vous donner un exemple dans un temps imparti raisonnable. Donc je vais effacer maintenant que je vous ai rappelé ce que c'est un carquois à relation. Très bien. Encore une fois, si vous voulez revoir plus de détails, jetez un coup d'œil à l'épisode précédent, au moins l'épisode précédent, pour savoir ce que c'est, pour voir un peu plus précisément ce que c'est un carquois à relation. Alors c'est quoi un carquois à relation corde? Donc un carquois à relation corde et un carquois à relation QR tel que alors les relations vont devoir vérifier certaines choses, donc notamment donc R, ce qu'il faut surtout c'est que R soit un ensemble, donc est un ensemble inclus dans l'ensemble des chemins de longueur 2. Donc il y a un ensemble inclus dans l'ensemble des chemins de longueur 2. Je dis bien inclus dans l'ensemble des chemins de longueur 2. Autrement dit, il faut que, alors soit R est vide, encore une fois c'est pas interdit, mais ce qui est important c'est que R ne soit formé que d'expressions, que de relations qui sont données par un seul chemin de longueur 2. Donc la somme que j'avais écrite tantôt, faut l'écrire avec en fait finalement un seul terme dans la somme, et ce seul terme doit être un chemin de longueur 2. C'est ça qui est sous-entendu par cette phrase, ok? Si ça n'a pas été clair, de toute façon on va faire un exemple juste derrière. Alors après il y a deux choses que doit vérifier. Alors il y a aussi un truc que doit vérifier le carquois, j'ai oublié de le dire, mais je vais le dire aussi. Tout sommet de Q admet au plus deux flèches entrantes et deux flèches sortantes. Et au plus deux flèches sortantes. Donc ça c'est vrai que c'est important. Donc ça veut dire, donc pour l'instant je peux faire un petit dessin pour expliquer. Donc là la première, alors peut-être mettre des numéros aux différentes conditions que je vais écrire. Visuellement, la condition 1 peut s'écrire comme ceci. Vous avez donc au plus deux flèches entrantes, deux flèches sortantes. Voilà la condition que je demande. Donc sachant que vous pouvez avoir des flèches en moins dans ce que j'ai dessiné. Ceci c'est une configuration maximale qui est vérifiée par 1. Enfin qui vérifie 1, pardon. Ensuite, les relations, c'est un ensemble de chemins de longueur 2. Donc là par exemple, donc ce que j'entends ici, c'est que R, ça doit être des relations du type bêta-alpha, gamma-delta, etc., etc. D'accord, c'est ça que je sous-entends. Ensuite, 3, et là je vais faire un dessin. Pour toute configuration de ce type, donc si j'ai 3 flèches comme ceci, alpha, bêta, gamma, alors, bêta, alpha, donc on peut l'écrire comme ça, l'ensemble bêta, alpha, gamma, donc alors oui, je vais peut-être l'écrire, je vais peut-être pas l'écrire comme ça, je vais peut-être l'écrire juste de manière assez compréhensible, pas trop mateuse. Alors, bêta, alpha appartient à R, ou gamma, alpha appartient à R. Les deux possibilités peuvent être vérifiées, d'accord? Donc là, ce que je demande, c'est juste que l'un des deux, donc si j'ai cette configuration-là, avec bêta différent de gamma, bien sûr, eh bien, ce que je demande, c'est que il faut qu'il y ait au moins une relation parmi celles données par bêta alpha ou gamma alpha. Mais il peut très bien avoir les deux, d'accord? Donc pour le 3, ce que je demande, c'est donc qu'il y ait au minimum, alors juste, je vais essayer de suivre les couleurs que je me suis imposées, donc couleur bleue, d'accord? Donc il doit y avoir au moins une relation, peut-être les deux,
mais il faut au moins qu'il y en ait une. Ok? Et puis la 4, bah, c'est une condition duale. À la 3, c'est que pour toute configuration de ce style, on a deux flèches entrantes, une flèche sortante, donc bêta, gamma, alpha, comme ceci. Alors, alpha, bêta est dans R, ou alpha, gamma est dans R. Donc encore une fois, c'est donc c'est ce que je disais, c'est le dual de la condition 3. Donc si vous avez cette configuration-là, petit problème de voix, tout va bien. Alors si vous avez cette configuration-là, ça veut dire que vous devez avoir une relation, au moins une relation, soit donnée par ces deux flèches-là, soit donnée par ces deux flèches-là, mais vous pouvez avoir les deux, bien sûr, encore une fois. Donc voilà, bah voilà toutes les conditions. Donc si vous avez toutes ces conditions, 1, 2, 3, 4 qui sont vérifiées, alors vous avez un carquois à relation corde. Alors je vais donner un exemple maintenant que j'ai fait quelques dessins et donné une définition propre. Alors, exemple. Alors, un premier exemple que je peux donner, ça pourrait être celle-ci. Donc je prends ça comme carquois. Et les relations, je vais les faire en bleu. Bah, je vais demander à ce que alpha carré fasse 0. Enfin, alpha carré, je vais demander à mettre la relation alpha carré, bêta carré. Je vais demander à ce que alpha bêta fasse 0 et bêta alpha fasse 0. Donc là, l'ensemble des relations que je demande, c'est donc alpha carré, bêta carré. Alors je dis que ça fait 0, c'est parce que j'ai vraiment en tête, hein, c'est un peu bête, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le redise. J'ai pas mal en tête l'idée que derrière il y a une histoire d'algèbre cachée et que bah, l'algèbre on quotiente par l'idéal engendré par ces relations. Et donc bah, quand on quotiente, bah, ça va imposer à ce que les relations que j'ai écrites valent 0. Donc par exemple alpha carré va valoir 0, bêta carré va valoir 0. Et puis bah, il me reste deux choses à écrire. Je demande à ce que alpha bêta, bêta alpha fasse 0 également. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc ça marche, c'est un carquois à relation corde. Et donc voilà, ok, super. Un autre exemple, donc un autre exemple peut-être intéressant, ça peut être le suivant. Voilà, alors on va mettre des nombres peut-être cette fois, donc 1, 2, 3. Il est un peu bizarre en 3, 4, 5, 6. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, phi. Hop. Ok, et bien si j'ai donc ce carquois, alors vous voyez que bon, bah, ce carquois vérifie bien encore une fois les conditions qu'il faut pour 1. Maintenant, il va falloir créer un ensemble R de relations telles que les conditions 3 et 4 soient vérifiées. Alors bon, bah, là vous voyez que vous avez une flèche entrante, deux flèches sortantes, donc vous n'avez pas le choix. Il va falloir mettre au moins une relation, donc là je vais en mettre une. Et puis, bon là ici il n'y a pas de problème, et ici par contre il y a à nouveau un problème, deux flèches entrantes, une flèche sortante. Donc là encore une fois il va falloir mettre des relations, et donc les relations que je vais poser, donc là je vais en poser deux cette fois, je vais poser ces deux relations. Bon bah voilà, bah, cet exemple là que je viens de donner, c'est aussi un carquois à relation de corde, voilà. Donc alors là les relations sont gamma alpha, phi delta, phi epsilon. Ok, donc voilà quelques exemples d'algèbres, enfin en tout cas de carquois à relation corde. Alors les algèbres qui se cachent derrière, ce sont des algèbres de cordes. Donc les algèbres de cordes, juste pour le dire. Donc une algèbre de cordes est une algèbre quotient KQ sur I avec QR, un carquois à relation corde, et R, enfin et I, l'idéal. C'est un idéal bilatère, hein. Je rappelle que je travaille avec des idéaux bilatères. Donc c'est l'idéal bilatère engendré par les relations, l'ensemble des relations.
Voilà ce qu'on appelle algèbre de cordes. Alors vous pouvez me poser la question, mais pourquoi on appelle ça algèbre de cordes? Eh bien, pour ceux qui ont suivi la saison 1, ils peuvent se dire, cordes, est-ce que c'est possible que ça a un lien avec l'objet des cordes que j'avais introduit aussi dans cette saison 1? La réponse est oui, il y a un lien. En effet, en fait, on appelle ça algèbre de cordes parce que si je regarde, ou en tout cas Carquois relation de cordes, parce que si je voulais étudier les représentations indécomposables, j'en reparlerai plus tard, probablement soit le prochain épisode, soit l'épisode encore d'après. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que une représentation indécomposable, en fait toutes les représentations indécomposables de ce Carquois sont données par des cordes. Et c'est quoi des cordes? Pour la faire très courte, c'est faire des marches sur le Carquois. Et faire des marches, c'est que vous avez le droit de faire également de suivre des flèches dans le sens inverse. Mais attention, il ne faut pas s'amuser à faire bêta puis bêta inverse ou des choses comme ça. Mais sinon, vous faites des marches dans le Carquois. Et bien ça, c'est justement des cordes. Donc là, un exemple de corde possible, ça serait bêta, alpha, delta, epsilon, epsilon-1, gamma-1, et bon, je sais pas, par exemple, je peux tourner un petit peu là. Voilà un exemple de ce que peut être une corde. C'est faire une marche dans le Carquois. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle algèbre de cordes, c'est parce que derrière, il y a une histoire du fait que les représentations de ce Carquois-là sont données par les cordes. Donc ça, on en parlera pour un prochain épisode, on en reparlera pour un prochain épisode. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez jeter un coup d'œil à un épisode de la saison 1, mais voilà, c'est juste pour vous dire pourquoi on appelle ça algèbre de cordes. Ok. Bien, alors... et puis je le rappelle aussi parce que bon, c'est quoi le lien entre les représentations et les notions d'algèbre et tout ça là, donc les Carquois, etc. En fait, un Carquois à relation est toujours lié à une algèbre qui est une algèbre quotient, ok, et en fait ça va être toujours vrai dès que le Carquois en jeu, dès que l'algèbre en jeu est de dimension finie. Ça peut être vrai également si on travaille avec des dimensions infinies. Et en fait, les représentations correspondent exactement à regarder des modules sur l'algèbre. Ok, donc voilà, juste pour le dire, mais j'en reparlerai je pense plus tard. Je veux juste ici vous introduire ce que sont les Carquois à relation, les différents types de Carquois à relation, et vous rappeler le résultat important tout en donnant un exemple, je l'espère. Alors maintenant que je vous ai donné ce que sont les Carquois à relation cordes, il me reste à vous donner localement aimable et aimable. Alors un Carquois à relation aimable, localement aimable, je vais commencer d'abord par ça. Donc Carquois à relation localement aimable. Donc à relation localement aimable est un Carquois à relation QR corde tel que, il n'y a pas besoin de deux ailes, donc tel que. Alors, le Carquois, c'est toujours donc la condition 1 est toujours vérifiée, donc j'ai pas besoin de l'écrire, c'est la condition donnée par l'algèbre de corde. La condition 2 est encore vérifiée. Tout ce qui change, c'est les conditions 3 et 4. Et en fait, les conditions 3 et 4, ça doit vérifier le même genre de choses, parce que c'est une algèbre de... c'est un Carquois à relation de corde, donc ça doit vérifier le même genre de truc. Il doit y avoir au moins une des deux relations qui doit apparaître pour chacune des configurations. Mais en fait, ce que je vais demander, c'est qu'il y ait au plus. Donc en fait, les deux ou qui sont écrits ici deviennent des ou exclusifs. D'accord, donc voilà ce que je demande pour avoir une algèbre localement aimable. Exactement le même genre de truc que pour les algèbres de cordes. Donc là je dis algèbre, faut que je parle de Carquois à relation et pas d'algèbre, mais bon c'est pas grave. Donc là un Carquois à relation localement aimable, c'est quasiment la même chose qu'un Carquois à relation corde, sauf que il y a juste un ou exclusif qu'il faut prendre en compte. Donc ça signifie que par exemple la configuration qui est ici n'est pas possible pour un Carquois à relation localement aimable. Il va falloir enlever une des deux relations pour que cela devienne localement aimable. Ok? Donc c'est ça le truc le plus important. Donc voilà, alors bon là les deux exemples que je vais donner ne sont pas des ne donnent pas en tout cas des Carquois à relation localement aimables. Donc les deux exemples que j'ai donnés ne sont pas localement aimables. Par contre, je vais modifier peut-être un tout petit peu, notamment le premier exemple. Donc si je fais le même dessin que tout à l'heure, hop, avec alpha, bêta, puis par exemple je dis alpha carré, bêta carré comme relation, et ça c'est localement aimable.
ça c'est localement aimable. Donc si je prends QR, et ici R c'est juste alpha carré, bêta carré. Par contre si vous ajoutez une relation, ça n'est plus localement aimable. Et c'est pareil si vous enlevez une relation. Donc si j'enlève bêta carré par exemple, bah là c'est plus une relation corde. Puisque malheureusement on va avoir une configuration. Donc là notamment la configuration qui est embêtante, c'est qu'on va avoir deux flèches entrantes qui sont bêta et alpha, une flèche sortante du sommet 1 et on n'a pas de relation. D'accord? Donc il faut vraiment qu'il y ait une relation, on ne peut pas se permettre d'en enlever une. Donc voilà, donc ça c'est un exemple intéressant. Un autre exemple qui peut être bon d'avoir, ça peut être le suivant. Donc si je me donne, alors on va faire cet exemple-là. Donc par exemple ce carquois-là, et je donne R comme étant vide, car je vous l'ai déjà dit que les relations ça peut être vide. Bon bah si je donne ça, et bien là j'ai encore une fois un carquois à relation localement aimable. Donc les deux exemples que j'ai donnés sont des carquois à relation localement aimable. Et encore une fois on parlera d'algèbre localement aimable si on a un algèbre quotient. Donc si je pose A égale KQ sur I avec QR localement aimable. Et si je pose, donc j'allais dire si je pose I, l'idéal bilatère engendré par les relations R. Donc si je pose ça, on parlera d'algèbre localement aimable. Donc voilà ce que sont les carquois relations localement aimables et l'algèbre localement aimable associée. Maintenant reste une dernière définition qu'il me faut vous donner, c'est la définition de carquois à relation aimable. Et bien pour avoir un carquois à relation aimable, il me faut déjà un carquois à relation localement aimable. Donc vous remarquerez qu'à chaque fois c'est un raffinement. Donc un carquois à relation QR localement aimable, tel que... Donc, toutes les conditions doivent être vérifiées. Il y a juste un truc à ajouter concernant les relations, que je vais appeler condition 5. En fait, ce que je vais demander, c'est que pour chaque cycle qui peut apparaître dans le carquois, il faut au moins qu'il y ait une relation. Donc, pour tout... Alors, je vais faire un dessin. Donc, pour tout cycle apparaissant dans le carquois, je ne devrais peut-être pas les appeler 1, 2. Je vais refaire le dessin un peu mieux. Donc pour n'importe quel cycle, donc alpha 1, alpha 2, alpha P, peut-être P-1, alpha P. Donc pour n'importe quel cycle, il existe I. Donc on a deux choix en fait, soit alpha P, donc c'est alpha 1, alpha P, donc soit alpha 1, alpha P est une relation, ou alors il existe I, compris entre 1 et P-1, tel que alpha I plus 1, alpha I est une relation. Alors, si maintenant je regarde, donc c'est tout ce que je demande en plus d'avoir un carquois à relation localement aimable, je demande à ce que n'importe quel cycle ait une relation. Alors là, si je regarde les deux exemples que j'ai donnés, ne sont pas aimables. En effet, le premier, vous avez un cycle qui est donné par exemple alpha puis bêta, donc alpha bêta, ok, ça c'est un cycle. Mais malheureusement, alpha bêta, ni alpha bêta ni bêta alpha est une relation. Donc c'est pas un carquois à relation localement aimable, et c'est la même chose pour le deuxième. Là ici vous avez aussi un cycle, et ce cycle là c'est pareil, il n'y a pas de relation, donc ça signifie que c'est pas localement aimable. Ok, donc on va changer encore une fois les exemples, puisque ces deux exemples ne fonctionnent pas. Alors un exemple qui fonctionne, ce serait par exemple celui-là, ça c'est bien. Donc si je prends QR avec R vide, ça c'est bien localement aimable. Si je prends une boucle comme ceci
alpha, et puis je demande à ce que alpha carré soit une relation, par exemple. Donc peut-être le repasser pour que vous voyez bien bleu. Et si je demande ça, et donc QR, avec R, la relation alpha carré, ça marche, c'est aimable. Okay. Voilà des exemples. Je peux en donner un dernier, peut-être qui pourra être intéressant pour la suite. Si je prends celui-ci. Alors là, pareil, si je veux que ce soit aimable, il faut déjà que ce soit de corne ou localement aimable. Ça veut dire qu'à chaque composition, donc là par exemple, je vais mettre alpha, bêta, gamma, delta. Vous voyez que par exemple au sommet 2, vous avez une flèche entrante, deux flèches sortantes. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir exactement une relation parmi bêta alpha et gamma alpha. D'accord? Donc là, vous avez une relation qui va être, par exemple, la suivante. Et puis, pareil, vous avez la même chose pour gamma. Alors, par exemple, pour gamma. Alors, oui, voilà. Ouais. Ok, vous avez ça. Alors, vous n'avez pas le choix, par contre, si vous avez choisi bêta alpha pour le premier, le deuxième, vous ne pouvez pas choisir gamma bêta. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué, pour que ce soit localement aimable, il faut que, s'il y a la possibilité d'ajouter une relation, il faut qu'il n'y ait pas deux relations sur une même flèche, parce que sinon le OU n'est plus exclusif. Je vous rappelle qu'il y avait un OU exclusif pour le cas localement aimable. Le OU exclusif, ça explique pourquoi je ne peux pas mettre bêta gamma. Je ne peux pas mettre bêta gamma comme relation en plus de bêta alpha. D'accord? Parce que dans ce cas-là, j'aurais deux relations données sur une même flèche. Donc voilà, alors ça c'est un exemple qui marche encore. Donc si je prends QR, avec R ici, qui va être bêta alpha, delta gamma, ça marche. Et puis encore une fois, si je me donne une algèbre comme ceci, algèbre quotient donnée par un carquois à relation aimable, alors j'obtiens ce qu'on appelle une algèbre aimable. Alors je vous fais une remarque tout de suite, si j'ai une algèbre aimable, eh bien en fait il se trouve que l'algèbre a de dimension finie. Alors pourquoi? En fait, si on y réfléchit un petit peu, pour qu'une algèbre soit de dimension finie, si je prends juste un carquois, je vais juste en parler comme ça, si je prends un carquois, je ne parle pas de relation, je prends un carquois, je vais regarder l'algèbre des chemins. Pour que cette algèbre soit de dimension infinie, il suffit qu'il y ait un cycle. Parce que s'il n'y a pas de cycle, donc si le carquois en jeu est acyclique, ça veut dire que vous avez des chemins tels que, au bout d'une certaine longueur, il existe une longueur à partir duquel vous n'avez plus de chemin de longueur plus grande que cette valeur. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire. Et comme on travaille ici avec des carquois finis, donc le nombre de sommets et le nombre de flèches est fini, ça veut dire que le nombre de chemins est fini. Donc si c'est acyclique, c'est forcément de dimension finie. Et par contre, si vous avez un cycle, vous pouvez, autant de fois que vous le voulez, composer les éléments du cycle. Donc là, par exemple, vous avez ce cycle, alpha p jusqu'à alpha 1. Vous pouvez le mettre au carré, vous pouvez le mettre à la puissance 3, puissance 4, etc. Autant de puissance que vous voulez. Donc vous avez une base. Donc là, je vous rappelle que les chemins doivent former une base par rapport à votre algèbre. Une base qui va décrire votre algèbre en entier. Et bien, du coup, vous vous retrouvez avec une base, avec un nombre d'éléments présents qui est infini. Puisque vous pouvez faire autant de tours de ce cycle que vous souhaitez. Et donc, voilà, donc ça signifie que si je veux juste que mon algèbre de chemin sans relation soit de dimension finie, il suffit qu'il soit acyclique. Et donc, si vous avez compris ça, le fait d'avoir posé des relations telles que pour chaque cycle, on tue les cycles, donc c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait une relation qui soit présente dans les cycles, et bien automatiquement, je ne vais pas pouvoir avoir des chemins aussi longs que je le souhaiterais. Je vais encore avoir un argument qui fonctionne comme pour le cas acyclique. Il va exister un entier tel que je ne peux pas avoir de chemin aussi grand que je veux, donc plus grand que cet entier. Et donc, avec un argument assez similaire, on peut montrer que dans ces conditions-là, on a forcément une algèbre de dimension finie, donc ça a un nombre de chemins fini. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi ça va être de dimension finie. Mais sinon, une autre manière de comprendre, c'est vraiment il faut que le carquois soit cyclique, ou s'il y a un cycle, on les tue. Bon, alors maintenant que je vous ai présenté ces différents carquois relations, je vais pouvoir énoncer le résultat important.
Je regarde le temps, je suis à 30 minutes. Je vais peut-être essayer de donner un petit exemple. Je ne vais pas faire des gros exemples, je vais juste faire des petits exemples. Et puis à mon avis, pour la prochaine fois, on fera des exemples plus conséquents. Donc on va appeler, ça c'est un théorème je pense, on peut appeler ça un théorème. Donc c'est un théorème qui est dû à plusieurs travaux. Hein. Donc en fait il y a beaucoup de travaux qui ont été faits autour du lien entre les algèbres ou les carquois à relations localement aimables et les surfaces, les dissections dualisables de surface. Donc il y a vraiment pas mal de références que je pourrais donner. Alors une des références importantes, ça peut être Hopper, Plamondon, Pierre-Guy, Sébastien Hopper et Sybil Schroll. Bon, je ne sais plus quelle année par contre. Il peut y avoir Bauer. Alors bon ça par contre c'est peut-être, je ne sais pas s'il donne le résultat que je vais énoncer aussi précis, mais ça peut être aussi une référence pour le modèle de surface. Donc Karine Bauer et Raquel, c'est quoi déjà, Simoes. Je crois que c'est Simoes. Raquel, il manque peut-être un nom, mais bon, en tout cas c'est Simoes. Il y a aussi Yann Palu, qui a été mon encadrant de maîtrise en deuxième année. Pilot, donc Vincent Pilot, et encore une fois Pierre-Guy Plamondon. Hop. Bon bref, il y a du monde derrière ce résultat. Bon après il y a plusieurs... je pense qu'il y a plusieurs sources qui peuvent donner ces résultats-là, mais en tout cas je pense que voilà. Si on veut une référence, à mon avis cette référence-là est celle qui vous donne le résultat que je vais écrire. Et puis les deux autres c'est des complétions si vous voulez, peut-être, ou alors une modification du modèle, à peu de choses près, qui me permet quand même d'avoir des résultats similaires. Donc ce que je vais énoncer est la chose suivante. Donc première chose, pour tout surface marquée, donc pour toute surface marquée munie d'une dissection dualisable, munie d'une dissection dualisable, qu'on va noter SM delta, le carquois à relation que j'avais noté un petit peu plus simplement Q delta R delta la dernière fois, est un carquois à relation localement aimable. Alors vous pouvez vous amuser à vous poser la question, à quelles conditions est-ce que le carquois qu'on obtient est à relation aimable plus que localement aimable? Et la réponse, elle n'est pas si difficile, il suffit de se poser la question concernant les points qui vont apparaître dans la surface. Je vous donne pas la réponse tout de suite, j'aimerais vous laisser un petit peu y réfléchir, à mon avis j'en parlerai pour le prochain épisode, mais juste, voilà, vous pouvez y réfléchir, ça peut être sympa quand même d'y penser ça. Et la deuxième partie du résultat, qui est la partie la plus difficile, c'est de dire que, en fait, pour tout carquois à relation localement aimable, il existe, donc QR, il existe une surface marquée. Encore une fois, il y a pas mal d'hypothèses derrière le mot surface, hein, ça doit être des surfaces de Riemann, compactes, blablabla. Le crayon s'envole, tout va bien. Donc ça doit être une surface marquée avec d'autres petites choses, bien sûr. Bon, voilà. Orientable, donc il faut qu'on puisse poser une orientation. Je vous dis pas toutes les conditions qu'il y a vraiment derrière, mais juste, normalement c'est important. Donc marqué, muni d'une dissection. Dualisable. Donc SM delta tel que Q delta R delta, c'est exactement
QR. Bon, peut-être à isomorphisme près, c'est-à-dire quitte à échanger l'emplacement des points, donc des sommets et des flèches, c'est ça qu'on entend, ou voire même quitte aussi à changer l'emplacement des relations, eh bien on va avoir ce résultat-là. Ok? Donc voilà. Et donc à savoir que oui, ces résultats-là, donc si par exemple je prends une surface marquée homéomorphe à une autre surface marquée, et donc la dissection dualisable est également homéomorphe d'une certaine manière, je vais préserver le carquois à relation corde, à relation localement aimable qui se cache derrière. Pareil, si je joue à isomorphisme près sur le carquois. Donc il y a vraiment une question de bijection entre les surfaces marquées munies d'une dissection dualisable et les carquois. Alors je vais faire des exemples très simples, juste pour voir comment ça marche. Peut-être quelques exemples que j'avais dessinés. Je ne vais pas tous les faire, mais je vais essayer de faire quelques-uns. Donc je vais peut-être commencer par celui-là, parce que ça va avoir de l'importance pour la suite. Et puis je vais peut-être faire celui-là. Je regarde le temps qui me reste. Enfin, j'essaye de ne pas être trop long. Je pense que je vais juste me contenter de faire ces deux-là. Et puis pour la prochaine fois, on pourra s'amuser à en faire d'autres. Juste pour mieux comprendre. Donc pour le premier, en fait, la surface qui va être associée. Alors je vais peut-être pas essayer. Enfin, je vais peut-être essayer de vous expliquer comment on peut construire la surface associée à ces carquois-là. Donc, par exemple, pour le premier carquois, pour essayer de le dessiner, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des espèces de petites araignées. C'est-à-dire qu'autour de 1, donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 flèches sortantes, 2 flèches entrantes, et ce que je vais faire, c'est que je dessine vraiment une configuration bien particulière autour de 1, en faisant en sorte que le nombre de flèches qui doit apparaître pour 1 soit maximal. Donc là, vous avez 2 flèches sortantes, et si je veux rester aimable et tout ça, il faut qu'il y ait 2 flèches, mais que ce soit maximal, il faut que j'ajoute 2 flèches entrantes. Ces flèches entrantes doivent avoir des relations. Et puis pareil ici, il doit y avoir des flèches sortantes. Et là aussi, si je veux que ça marche, il faut qu'il y ait des relations. Je ne vais pas poser les relations n'importe comment exprès pour pouvoir dessiner la surface facilement. Et donc maintenant, si je veux dessiner la surface, donc là, ce que je viens de dessiner, c'est ce qu'on appelle le carquois. C'est ce qu'on appelle le carquois fleuri, si je dis pas de bêtises. Non, attends, c'est quoi déjà? Bourgeonnant, voilà, c'est ça. Blossom. En anglais, c'est blossom. Donc carquois bourgeonnant, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle le carquois bourgeonnant. Mais je vous en reparlerai plus en détail la prochaine fois, juste pour vous montrer un petit peu vite fait comment ça marche. Et donc ce que je vais faire, c'est que pour chacune des flèches, je vais dessiner, je vais dessiner des carrés. Donc là, hop, j'ai un carré ici. Des carrés bien sûr, je ne dessine pas en forme de carré, je les dessine vraiment en forme je joue à homéomorphisme près si vous voulez, donc j'ai un carré mais je le déforme. Et pareil ici, je vais dessiner un carré, tac, tac, voilà. Et en fait, pour chacun des carrés, je vais donner des couleurs au sommet, donc, et les couleurs correspondent exactement à là où se trouvent les relations. Donc en fait, là, il n'y a que des relations, je vais mettre rouge. Et puis ensuite il faut alterner en suivant les carrés, donc je vais avoir rouge, ici je vais avoir vert, donc ici je vais avoir vert, et puis ici je vais avoir rouge. Et ensuite, entre les sommets verts, je fais une diagonale, donc je vais avoir la diagonale qui est ici, et la diagonale qui est ici. Et là vous devriez remarquer que j'ai retrouvé, donc si vous vous souvenez, le carquois ici on l'a déjà rencontré. On l'avait rencontré en justement calculant un carquois en relation associée à une surface, il me semble, enfin je sais plus si on... Bon, en tout cas on a vu la surface, c'est sûr, on a vu la surface. On n'a peut-être pas vu le carquois et la surface associée, on n'avait peut-être pas vu ça, mais en tout cas là, ce que je viens de vous dessiner, c'est une surface qu'on a déjà rencontrée. Une surface et une dissection dualisable qu'on a déjà rencontrée, qui était la suivante. Donc on l'avait rencontrée celle-là, je crois, c'était... peut-être pas à l'épisode précédent, mais au moins il y a 2 épisodes de ça. Donc voilà, donc je viens de trouver cette surface-là en partant de ce carquois. Et je peux faire une construction similaire pour le deuxième. Alors pour le deuxième, je vais juste donner le résultat. Donc le deuxième, ça va juste être un disque cette fois. Et voilà, encore une fois, je vais vite, mais je pense qu'il faudra que je détaille davantage la prochaine fois. Mais il y a vraiment une manière explicite de construire la surface marquée et la dissection dualisable en partant du carquois.
que j'ai commencé à expliquer d'une certaine manière, hein, avec ces dessins de petites araignées. Donc voilà la surface associée. Ok. Et donc bon les sommets, on peut deviner lesquels sont grâce aux orientations. Donc là en fait on voit qu'on a 1 ici, 2 ici, 3 ici. Voilà, de façon à ce que... Ah non, raté. C'était dans l'autre sens. Voilà, c'est 1. Oui, c'est ça. 1, 2, 3 plutôt. Voilà, comme ça. Donc, voilà. Donc si je m'amusais à faire le carquois relation associé à cette dissection dualisable, je retrouverai le carquois là-haut. Voilà. Donc je vous ferai peut-être une autre partie là-dessus, juste pour vous parler plus de cette construction. Je vais peut-être pas faire des constructions trop compliquées, parce que dès qu'on se lance à faire des constructions compliquées, ça commence à être difficile de voir comment on rassemble les différents morceaux pour donner la surface. Mais j'aimerais essayer de vous donner quelques exemples et puis voir un petit peu ce que ça donne, quelle est la surface qui se cache derrière. Voilà. Alors je vais peut-être, puisque bon là on est à 40 minutes, je vais faire attention. Juste un dernier truc que j'aimerais dire, c'est le pourquoi j'ai voulu parler de carquois à relation corne. C'est parce que là vous avez ce résultat là pour les algèbres localement aimables. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il serait possible d'introduire un modèle de surface pour lesquels on obtiendrait des carquois à relation corne? Et donc ça c'est un problème ouvert. Il n'y a pas de réponse pour l'instant donnée là-dessus. C'est totalement ouvert, ça pourrait être l'objet de quelque chose d'assez intéressant à explorer. Donc voilà, donc je voulais juste en parler. Donc vous avez ce résultat pour les localement aimables. Ça pourrait être sympa d'avoir un autre modèle qui pourrait marcher peut-être pour les cornes. Ça reste quelque chose à travailler et bon voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'en ai dit suffisamment pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. Donc n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo en particulier ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Je rappelle que on arrive aux vacances et donc je vais me donner des vacances, même si ce sont des entre guillemets vacances, ce seront surtout des vacances pour la chaîne afin de me permettre de donner plus de temps pour la thèse. Je vous en reparlerai lors du prochain numéro de l'examen qui sortira juste 2 jours après cette vidéo. Mais donc si je ne vous revois pas, j'aimerais vous souhaiter de bonnes vacances, reposez-vous bien. Et puis voilà, alors bon, je terminerai par vous dire que je vous invite à vous, de ce côté-là, vous abonner et tout nouvellement à me soutenir si vous le souhaitez, ça peut être toujours sympa. Donc voilà, sur ce, à la prochaine, portez-vous bien et puis voilà, salut à tous.